Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. Bienvenue sur notre deuxième webinaire et dernier webinaire de 2024. Tout d'abord, avant qu'on démarre, je voulais valider avec vous que vous nous entendiez bien. Est-ce que vous pouvez nous répondre peut-être dans la conversation pour nous dire si tout est OK pour vous au niveau son? Si c'est clair. Parfait. Bon, il y a plusieurs qui répondent que c'est bon. Pour le confort du webinaire, on a volontairement coupé vos micros et caméras, puisque dans l'animation, bien évidemment. Concernant la partie échange avec vous, vous avez la possibilité soit de répondre avec l'onglet questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran, ou alors sur la partie conversation. Donc ça, ce sera intéressant sur la dernière partie du webinaire quand on fera la petite partie questions-réponses. Alors, pour démarrer ce webinaire, donc, il y a comme sujet la cartographie éthanol. L'idée, c'est de vous présenter la façon dont nous travaillons cette partie-là, aussi bien au niveau purement technique. Donc là, je laisserai la parole à Aurélien. Et sinon, un peu dans l'ensemble, voir un petit peu quelles sont aujourd'hui les motivations des gens pour faire une carte éthanol, sachant que la plupart du temps, évidemment, c'est la partie économique qui prend le dessus là-dessus. Pour qu'on se présente, certains nous connaissent déjà, mais ceux qui sont là pour la première fois. Donc moi, je suis Jérôme, donc je m'occupe de tout le développement commercial, sur tout ce qui va être véhicule léger, formation notamment. Et je vais laisser la parole à Aurélien pour Ouais. qu'il se présente, donc. Bonsoir, donc Aurélien Cavaillès, donc je suis un co-gérant de la société Sport System. Je suis aussi donc le directeur technique, je chapeaute l'équipe technique Toris, donc notamment pour la partie E85. Euh, On peut dire combien d'expérience tu as en Moi, ça carto? fait 16 ans que je suis dans ce milieu-là, voilà, donc j'ai connu un petit peu toutes les évolutions des moteurs et aussi des logiciels, ce qu'on va voir un petit peu tout à l'heure, quoi. Ok. Tu nous présentes la société Ouais, pour ceux qui tout ne à connaissent fait, pas trop tout non à plus? fait. Sport System, très rapidement, en introduction. On fait partie des leaders de la programmation moteur en France. On est basé dans le sud, à côté d'Albi. On a un réseau de partenaires tout à travers la France et certains pays francophones. On intervient dans tous les secteurs, donc bien sûr automobile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente ce webinaire axé sur le 85, mais aussi dans tout ce qui est secteur industriel, qui va être donc agricole, machines spéciales, poids lourds et un petit peu d'off-road. Ça fait plus de 24 ans que la société existe. En 2022, on a fait un petit peu plus de 4000 optimisations moteurs, tout confondu. On est un petit peu en évolution même depuis cette date-là. On est équipé de plusieurs bandes puissance, donc bien sûr automobile, mais aussi poids lourd agricole. On propose aussi à la vente ces bandes de puissance, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Jérôme si vous avez des projets de bandes puissance. Donc l'entreprise comporte donc 18 salariés, dont 5 experts motoristes. Et niveau partenaire, voilà, comme je disais, on a un réseau d'un peu plus de 400 partenaires en France, notamment en Europe, pays francophones et un petit peu au Canada. Et pour finir, voilà, donc on est très axé sur la qualité, donc c'est pour ça qu'on a aussi donc la norme ISO 9001 en réponse à cette norme-là. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, en ce qui concerne la conversion éthanol, avant qu'on démarre la partie purement technique, je pense qu'il est important qu'on insiste sur les que nous demandons à nos clients. Euh, Prérequis d'abord concernant le véhicule en lui-même, à savoir qu'il nous faut un véhicule qui, bien entendu, doit être à jour au niveau de l'entretien. On demande à ce que les bougies, bien évidemment, le jour où on intervient, soient neuves ou moins de 5000 km. Ce qui est très important, c'est qu'on veut partir sur une base saine. Donc, interdit de travailler, en ce qui nous concerne, sur des véhicules qui ont plus de 150 000 km ou plus de 15 ans. Tout ça pour des raisons de fiabilité. Important aussi pour vous, et on vous le conseille toujours, avant de démarrer une intervention sur un véhicule, prenez bien le temps de faire un diagnostic et d'arriver à récupérer un maximum d'informations par le propriétaire sur l'historique du véhicule. Au niveau de l'intervention en elle-même, le jour même, donc bougie neuve ou moins de 5000, le client doit venir avec le dernier plein qui a été fait obligatoirement au samplon. Alors, 95, 98, voire E10 éventuellement, bon, on en trouve de plus en plus.
Et surtout que le véhicule soit bien d'origine. On n'insiste jamais assez là-dessus, mais vérifiez bien que le véhicule soit d'origine. En ce qui concerne l'intervention en elle-même, nous, on travaille que sur de la conversion flex-fuel, mais on ne travaille pas du tout sur un mélange stage 1 plus flex-fuel, pour des raisons notamment de fiabilité moteur, puisque le fait déjà de passer à l'éthanol, là encore, on va le voir au niveau technique, nécessite un pourcentage d'injection supplémentaire qui est relativement important, puisqu'on est de l'ordre de 20 à 25% de consommation en plus. Si derrière, en plus, on demande encore plus d'injections parce qu'on recherche de la performance, on risque sur certains véhicules d'aller au-delà de ce que pompe ou injecteurs peuvent donner en termes de résultats. Et dans ce cas-là, on aura le moteur qui sera hors de ces schémas de fonctionnement normaux. Donc voilà pour les prérequis qui sont fondamentaux aussi. Et ensuite, on a une liste, on va dire liste noire, de véhicules que l'on souhaite éviter pour des raisons, là encore, de fiabilité et des problématiques techniques. Alors, on a quelques grands groupes, hein, à savoir tout ce qui va être injection piezo, notamment des moteurs Mercedes ou BMW avec ce type d'injecteur. Ce sont des injecteurs qui n'aiment pas l'éthanol, qui ont tendance à se gripper. Et à partir de là, si votre client, au bout d'un mois d'éthanol, il grippe 2-3 injecteurs, l'intervention sera relativement peu rentable pour vous. Le moteur VAG, le petit moteur 1 litre, alors en soi n'est pas donné comme piezo, mais voilà, il fonctionne bien, mais on a détecté, nous, avec l'expérience qu'on a, une certaine fragilité au niveau des injecteurs qui, on suppose, sont assez fragiles au niveau de tout ce qui est lubrification et le fait d'étaler l'éthanol a tendance à provoquer des à-coups en accélération. En ce qui concerne, j'ai des questions des fois sur les générations entre 2000 et 2008-2010, donc des injecteurs, des calculateurs, pardon, type Sagem 3000, Sirius, ce genre de choses-là. On ne travaille plus dessus parce que bon, elles sortent déjà de notre, on va dire, prérequis de base, mais les expériences qu'on a eues dessus n'étaient pas très très bonnes pour des raisons de surconsommation assez excessive, de l'ordre de 30-35%, hein, je me rappelle, sur une Twingo. Des démarrages à froid aussi qui sont extrêmement difficiles puisqu'on n'a pas forcément accès à toutes les infos pour les démarrages à froid. Alors, fournir une prestation éthanol avec un client qui a été obligé de mettre 50% de samplon l'hiver, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, nous, on ne travaille pas dessus. Et enfin, il y a un certain nombre de moteurs type PSA, Litis, THP, sur lesquels on travaille, mais en prévenant le client qu'il est possible que sa pompe puisse donner des signes de fatigue, puisque d'origine, elle n'est pas très fiable déjà. Voilà, soit limitée. Et il est possible que vous soyez dans une situation où le véhicule marche très bien à l'essence, mais une fois que vous êtes passé à l'éthanol et qu'on demande les 20% supplémentaires à la pompe, il y a un témoin moteur qui s'allume et là, ça veut dire qu'effectivement, la pompe, elle fatigue un peu et que, à moins qu'il retourne au samplon, le témoin va rester allumé. Donc, n'hésitez pas à prévenir les clients, le cas échéant, que potentiellement, c'est pas systématique, mais que potentiellement, la pompe à carburant, généralement, c'est la pompe de gavage dans le réservoir, est à changer. On peut s'en rendre compte une semaine, 15 jours, 3 semaines après le passage à l'éthanol. Hein. Voilà pour les véhicules à éviter. On en connaît d'autres, mais voilà les principaux. Ensuite. Ok. Donc, on va passer un petit peu en rentrer dans le technique, si on peut dire. Donc, Jérôme a mis déjà des bases sur lesquelles il faut faire vraiment très attention. Donc, notamment, quand on prend un véhicule, d'être sûr de la base, qu'elle soit bien saine. Donc, je réinsiste sur le fait dès le départ, faire un diagnostic poussé et d'être sûr qu'il n'y ait pas de problématique de base sur le véhicule. Sinon, vous allez à la rencontre de beaucoup de problèmes derrière. Et donc, une des phases les plus importantes lors d'une conversion éthanol, ça va être donc les essais d'origine. C'est eux qui vont nous guider ensuite pour le travail donc, au niveau du logiciel. Donc, on va faire la modification du calculateur. Ce travail donc, va être nécessaire seulement après avoir fait des essais d'origine pour voir de quoi on parle en quelque sorte. Donc, les essais, comment ça se passe? Tout simplement, il faut que le dernier plein soit bien fait au samplon, comme Jérôme l'a dit en préambule. Il va y avoir un roulage à peu près d'une trentaine de kilomètres, quarantaine de kilomètres. Donc, bien prévenir le client de venir avec un fond de carburant pour pouvoir ensuite, bien sûr, après, faire le plein de 85 et pouvoir faire les essais finaux ensuite. Voilà. Donc, roulage au samplon pendant une trentaine de kilomètres avec des charges moteurs stabilisées, donc si possible sur une voie rapide ou sur une route assez droite pour pas qu'il y ait de variation de charge.
Et au niveau d'une acquisition de données, donc avec un outil de diagnostic par exemple, il sera très important de relever certains paramètres, donc j'ai listé à l'écran comme vous pouvez le voir, donc ce qu'on appelle des ajustements de carburant. Il en existe deux sur les calculateurs depuis les années 2000-2005. Donc c'est ce qu'on appelle donc les ajustements carburant court terme et long terme. Et dans le jargon, ce qu'on retrouve souvent, c'est les short trim et long trim. Voilà. L'autre élément important à contrôler va être donc la lambda. La lambda peut être relevée directement aussi avec un outil diagnostic. Alors attention, sur les outils diagnostiques, elle n'est pas tout le temps exprimée en valeur lambda. Il y a des fois où c'est un voltage. Donc nous, dans ces cas-là, on met une sonde dans l'échappement pour pouvoir contrôler directement la vraie valeur lambda qui sort à la sortie du moteur en quelque sorte. Voilà. Petite question. Oui. Au niveau de l'outil de diagnostic, est-ce qu'il y a Oui. besoin d'avoir un outil de diagnostic d'atelier à 5-6 000 euros ou est-ce qu'un outil individuel peut suffire? N'importe quel outil aujourd'hui peut faire de l'acquisition de données, donc au moins juste voir les valeurs, donc voir en temps instantané les valeurs. Alors idéalement, quand on conduit, c'est difficile de faire la conduite et regarder en même temps les valeurs. Donc idéalement, c'est d'avoir un outil qui fait aussi de l'enregistrement. Comme ça, vous faites votre essai, vous enregistrez votre essai en vous concentrant uniquement à la conduite et vous dépouillez les essais après. Mais déjà, si vous arrivez à relever les valeurs en roulant, le moindre outil à une centaine d'euros aujourd'hui, on peut relever ces valeurs-là, clairement. Ok, merci. Donc voilà, donc en préambule, donc les essais d'origine. Donc pourquoi, donc principe de bonification, pourquoi on est amené à devoir faire quelque chose après au niveau donc du calculateur. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les calculateurs sont auto-adaptatifs, c'est-à-dire que si vous mettez de l'éthanol dans le réservoir, le véhicule va pouvoir tourner tel quel. La problématique que l'on va rencontrer, c'est que le système d'injection va devoir faire un travail de lui-même, mais va arriver à certaines butées qu'on verra un petit peu plus loin. Donc pourquoi on en arrive là? C'est qu'il y a des différences, des caractéristiques différentes entre le samplon et l'éthanol, donc notamment le pouvoir calorifique du carburant, qui explique le besoin de faire un autre travail de conversion. Donc qu'est-ce que c'est le pouvoir calorifique? C'est en gros l'énergie que va développer quand on brûle 1 litre de carburant, quelle énergie va être développée? L'essence va permettre le samplon va permettre de développer plus d'énergie, 1 litre Pour d'essence, le même volume. pour le même volume. Donc, d'où le besoin, donc pour le même sortir la même puissance, on va dire, du moteur, il va falloir brûler plus d'éthanol. Donc, ça explique le besoin de venir injecter plus de carburant dans le moteur, mais aussi la surconsommation. Donc, on parle souvent de surconsommation d'éthanol, elle vient de là. C'est-à-dire que pour faire le même travail, on va devoir brûler plus de carburant. Plus de carburant, d'accord. Et on va voir un petit peu plus loin comment faire. Merci. Donc, hop. Donc, les paramètres que je vous ai parlé donc, en préambule donc, pour les essais d'origine, donc le premier qui ressort, c'est la lambda. Donc, la lambda, vous savez aujourd'hui que tous les véhicules sont équipés de sondes lambda, d'une part pour optimiser l'injection du moteur, bien sûr, et aussi pour contrôler l'efficacité du catalyseur. Nous, celle qui va nous importer dans ce cas-là, ça va être la première sonde, celle qui est avant kata, c'est celle qui va guider l'injection, si on peut dire. Tous les calculateurs aujourd'hui, depuis les années 2005 à peu près, travaillent en objectif lambda, c'est-à-dire que dans le calculateur, il y a une cartographie, c'est celle que vous voyez à l'écran, qui va définir un objectif au moteur de devoir atteindre une certaine valeur de lambda. Donc la lambda, c'est le ratio air-carburant. Pour qu'un moteur marche, il faut qu'il y ait de l'air et du carburant. Donc en temps normal, quand on roule normalement sur les phases normales de roulage, le constructeur, pour polluer le moins possible, consommer le moins possible, on va chercher la stoichiométrie, donc la valeur de lambda 1. Dès lors qu'on va devoir sortir de tout ça, qu'on va vouloir faire des grosses accélérations et aller monter haut en régime, vous le voyez, on va chercher donc de la performance moteur et à fiabiliser un petit peu le moteur aussi. Donc on va tendre à augmenter donc, la richesse, donc baisser la lambda, vous le voyez à l'écran, ce qui est encadré en rouge. On va aller tendre vers des objectifs lambda pour chercher de la performance et pour aussi limiter les températures dans certains cas. Donc voilà l'objectif, comment il est fixé. Et aujourd'hui, l'avantage pour nous, c'est que automatiquement, l'objectif est fixé et quoi qu'on mette dans le réservoir, la lambda va, on va dire, donner une consigne à l'injection pour adapter le carburant, si on peut dire. La problématique à l'éthanol, c'est que la lambda va commander, mais va sortir, on va dire, des valeurs limites qu'on va voir juste en suivant. Voilà. Okay, donc justement, ces valeurs limites, c'est ce qu'on a vu en préambule, c'est les valeurs, les trims. Donc on a vu qu'il y avait des short trims et les long trims. Donc ces valeurs-là sont exprimées en pourcentage et c'est un facteur de correction qui va en permanence venir
on va dire, rajouter un pourcentage d'injection par rapport à la valeur de base initiale. Ou en enlever. Ou en enlever auquel cas, tout à fait, tout à fait. Donc le short trim, lui, c'est le court terme, c'est-à-dire qu'en temps réel, il va suivre la consigne de lambda. Donc vous avez un exemple typique à l'écran, donc ça c'est une acquisition qu'on a fait avec une valise diagnostique, qu'on a juste mis en graphique après derrière. Donc on voit que la consigne lambda, c'est le trait rouge tout plat. En permanence, le lambda va chercher à compenser, va demander une consigne au calculateur parce qu'on voit qu'il y a des petites variations. Vous voyez que le short trim, c'est trait pour trait la même forme que la valeur relevée par la lambda. Pourquoi? Parce qu'en temps réel, le short trim, lui, va, en fonction de ce que relève la lambda, va venir compenser l'injection pour se rapprocher le plus possible de l'objectif qui est là, dans ce cas-là, la stoichiométrie, la lambda 1. Donc il est aussi sans arrêt autour de cette consigne. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est typiquement sur quelque chose où on imagine qu'on roule au samplon, samplon pur et dur, sans de grosses corrections. Si on devait faire un plein de 85 sur le même véhicule, vous verriez que la short trim, la lambda va chercher à compenser beaucoup plus et donc rajouter un short trim beaucoup plus important de 15, 20, 25%, 30% dans certains cas. On aurait des oscillations beaucoup plus importantes. Exactement, beaucoup plus importantes, ce qui fait qu'on atteindrait des valeurs de butée. Donc aujourd'hui, souvent, par les constructeurs, les butées sont à 20%, 25%. Et dès lors qu'on rencontre cette butée-là, qu'est-ce que ça engendre? Ça va se bloquer l'injection à cette butée-là. Et surtout, vous allumez un voyant moteur en disant mélange trop pauvre, par exemple. D'où l'intérêt de faire un autre travail de conversion. Voilà. Donc on a vu le short trim qui, lui, en temps réel, suit la consigne de la lambda. Et ensuite, vous avez aussi le long trim, donc l'ajustement à long terme. Il est là pourquoi? Il est là pour suivre un petit peu l'évolution du short trim. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, à la pompe, vous avez plusieurs types de carburant, du samplon 98, 95, de l'E10, donc avec 10% d'éthanol, et de l'E85 ensuite. Donc, on imagine si vous roulez à l'E10, automatiquement, le short trim, le jour où vous passez à l'E10 par rapport au samplon, automatiquement, le short trim va déjà chercher à compenser un petit peu. Donc petit à petit, avec le temps, ça va compenser au début beaucoup, mais pour éviter de toujours compenser beaucoup, ça, au lieu d'augmenter toujours le short trim, ça va augmenter le long trim à long terme, en quelque sorte, pour éviter d'avoir toujours une compensation directement du short trim. Donc c'est une espèce de dérive à long terme. C'est une auto-adaptation du système d'injection. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, c'est la même chose à l'éthanol. Le problème, c'est qu'on rencontre après la butée derrière. Voilà, parce que si jamais il n'y avait pas cette butée, on n'aurait pas besoin de faire de conversion. En fait. Exactement. Elle s'adapterait toute seule. Tout à fait, exactement. Exactement. Donc, une fois qu'on a relevé donc, les valeurs moyennes lors de notre essai short trim et long trim, intervient ensuite le total, en quelque sorte, le total trim. C'est quoi? C'est l'addition en fait des short trim et des long trim. Donc si vous êtes à plus 5 de short trim et plus 5 de long trim, ça nous donne plus 10 de total trim. Et c'est ce total qui va nous permettre de savoir si on est dans les clous sur l'essai d'origine. Normalement, en valeur moyenne, comme je disais, les constructeurs, les butées sont à peu près à moins 25, plus 25. Donc ça veut dire que si on est en positif, en permanence, le calculateur cherche à rajouter du carburant. Si on est en négatif, il cherche à en enlever, tout simplement. C'est important ce que tu dis, parce que du coup, quand on regarde ton graphique, ça voudrait dire que, et c'est important pour ça de faire des essais d'origine à l'essence, c'est parce que si déjà à l'essence, le véhicule est déjà à plus 15, ça veut dire qu'il y a un problème déjà de base. Voilà. Ça veut dire qu'il y a peut-être un élément faiblard sur l'éjection, un éjecteur qui commence à faiblir ou une pompe qui commence à faiblir. Ce qui fait que si on met de l'éthanol par-dessus, on va très vite atteindre les butées. Donc là, déjà, on part sur une base boiteuse. Voilà, d'où l'importance de faire des essais à l'origine pour déjà savoir où c'est qu'on en est et savoir si c'est viable après derrière, clairement. Ok. OK? Donc voilà pour le total trim. Donc, le but de la conversion, c'est ce qu'on va voir maintenant, on va passer sur le logiciel après en suivant. Ça va être quoi? Ça va être d'aider le calculateur à compenser l'enrichissement pour éviter d'atteindre ces butées-là. On sait que si on met de l'E85 dans le calculateur, dans le réservoir, automatiquement, le calculateur va compenser de lui-même. Le problème, c'est qu'il va atteindre ces butées. Le but, ça va être de nous-mêmes faire une compensation dans le calculateur pour de suite prévenir au calculateur en quelque sorte qu'on va rouler à l'éthanol pour éviter d'atteindre ces butées-là. Donc ça, ça marche quand c'est la lambda qui dirige le moteur, si on peut dire. Mais attention, il y a des phases où on ne travaille pas en objectif lambda, notamment sur les démarrages à froid, où c'est le cartographie pure et dure qui va permettre donc de faire le démarrage du moteur. Donc il y aura besoin aussi de travailler sur ces phases-là. Super. Bon, ça me paraît clair. Maintenant qu'on a fait cette partie un petit peu théorique, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire que tu vas nous montrer dans le logiciel comment ça se passe. Ça marche. Hop, alors je transite sur le logiciel. Donc j'avais déjà préparé, j'ai juste ouvert donc rapidement donc deux exemples.
La première, j'ai pris donc une Mercedes, Mercedes de litre turbo avec un calculateur MED 17.7.2. Donc juste pour vous montrer, donc ça c'est le logiciel Race. Donc habituellement vous avez donc ce qu'on appelle l'adressage, communément appelé aussi Mappack ou Setting File ou Driver. Driver, voilà. Voilà, donc par défaut vous avez tout ce qui est cartographie moteur qui va vous permettre donc de travailler sur le couple et puissance, recherche de rendement d'un moteur. Et on pousse depuis de nombreux mois avec DimSport aujourd'hui. 2 ans qu'on a Ouais, commencé à travailler voilà. avec eux. Et on fournit beaucoup d'informations à DimSport qui permettent donc de vous identifier directement les cartographies qu'ils appellent spéciales, notamment sur la partie éthanol. Donc, Oui, parce que c'est ça le problème en fait, c'est oui, que aujourd'hui, il est relativement aisé, parce que des drivers existent déjà naturellement, de trouver des infos pour trouver de la perf. mm, Par contre, le gros problème, c'est d'arriver à trouver les bonnes infos pour exactement. faire les Exactement. conversions éthanol, parce que dans l'immense majorité des logiciels, effectivement, il n'y a pas de cartographie, d'adressage, pardon, de driver spécifique à l'éthanol. Identifié, Puisqu'aujourd'hui, ouais. typiquement, sur un véhicule essence, si vous voulez avoir de la perf, travailler sur les démarrages à froid, il n'y a aucun intérêt. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, tout à Hein. fait, tout à fait. Donc là, on a des cartos Voilà, spécifiques pour l'éthanol. exactement. Donc, avec ceux que vous avez là, donc un chapitre avance, injection et lambda, avec ça, ça suffit à faire une conversion éthanol. Donc, attention, que conversion éthanol, pas un stageur ou une optimisation moteur. Voilà, donc avec ça, ça suffit. C'est assez simple de faire la conversion. Le problème, c'est que si vous n'avez pas ces informations-là, c'est très compliqué à trouver. Je vais prendre un exemple typique. La cartographie la plus importante sur cette conversion-là, c'est le facteur relatif masse carburant. Donc, ça va être ce qui va nous servir de faire un enrichissement permanent. Vous voyez que la dimension, c'est 1 par 1. Donc, si je regarde en 2D à quoi ça correspond, donc c'est un bit, un point dans le calculateur. Si je dézoome un petit peu, ce point-là, on le retrouve ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas l'information, pour la trouver, c'est quasi impossible. Il faut avoir l'information pour pouvoir faire ce travail donc d'enrichissement permanent. Donc là, grâce aux adressages qu'on peut vous fournir, il est très facile donc de venir faire un travail de conversion parce qu'on va pouvoir travailler sur ce facteur-là et compenser l'enrichissement dans le calculateur pour pouvoir rouler à l'éthanol. Alors, comment ça se passe concrètement quand tu veux Ouais. le modifier? Alors, Quand tu l'ouvres? comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, donc il y a deux phases importantes pour faire le travail de conversion. Donc, il va y avoir l'enrichissement permanent, c'est ce qu'on va faire juste là, et ensuite tout ce qui est phase de démarrage à froid. Donc, je vais vous ouvrir cette cartographie-là. Donc, on voit que le coefficient par défaut est à 1. Typiquement, pour pouvoir compenser, par expérience, avec les différences de caractéristiques entre l'éthanol et le samplon, pour pouvoir compenser l'enrichissement, on part, en fonction des essais d'origine qu'on aura fait, mais habituellement sur une augmentation donc, de 20% à peu près. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vais venir mettre mon facteur plus 20%. Donc, on passe bien sûr à un 20. J'enregistre. Voilà, donc là, ça veut dire que j'ai déjà fait permis au calculateur en permanence, il va augmenter l'injection de 20%. Ok. Voilà. Et la seconde phase, tout simplement, ça va être d'identifier mes facteurs donc, de démarrage à froid. Il y en a souvent plusieurs pour différentes conditions moteur. Et on voit que là, typiquement, à chaque fois, quand c'est des démarrages à froid, on part donc bien sûr de températures négatives jusqu'à des démarrages donc, avec des températures positives. Donc là, c'est pas la lambda qui guide le démarrage, c'est vraiment une cartographie qui va surenchérir, bien sûr, pour pouvoir démarrer. C'est un peu l'image des carburateurs avec les starters à l'époque. D'accord. Et là, typiquement, pareil, vu qu'on va rouler à l'éthanol, c'est très transitoire, donc on peut se permettre de faire donc pareil, du 20% sur Partout. cette cartographie-là. Voilà. Donc on voit bien en 2D que ça applique sur toute la plage, donc 20% d'augmentation. Bien penser à faire donc, ce qu'on appelle les cartographies analogues aussi. Donc ça, c'est Donc une cartographie similaire. similaire, Il voilà, faut... sur d'autres conditions D'accord. moteurs. Plus 20%. Voilà, typiquement. Donc là, j'ai fait à la fois mon enrichissement permanent ici grâce à ce petite cartographie-là, plus les démarrages à froid. Et rien qu'avec ça, ça va nous permettre de faire un premier jet, d'aller donc ensuite programmer le véhicule pour faire des essais. Ensuite, on verra après un petit peu loin comment ça se passe. Ok. Tu as peut-être un deuxième exemple à Ouais, nous montrer, on a le tout temps? à Ouais. fait. Hop, je passe sur un second. Alors là, on était sur du Bolt, je passe sur du Valeo. Donc Valeo, là, ça n'a rien à voir au niveau moteur. On est sur un 09 TCE de chez Renault, Dacia, pardon. C'est la même C'est chose. la même chose, ouais, tout à fait. Donc, on retrouvera typiquement à chaque fois dans l'adressage éthanol le même principe donc, de cartographie. Un chapitre donc, avance avec un limiteur de cliquetis. Donc, dans certains cas, limiteur de cliquetis, le fait que l'injecteur travaille plus, injecte plus, il va créer de la résonance. Donc, pour éviter en fait que le calculateur assimile ça à des cliquetis, on va rehausser très légèrement la valeur, donc limite de cliquetis, pour éviter ça. Alors attention à pas trop les décaler non Tout plus. à fait, parce que Parce que ça reste une sécurité moteur. voilà, Donc, si jamais ils sont trop décalés et qu'on repasse à l'essence, on risque là d'en avoir du vrai tout à fait, et exactement. qui ne sera pas détecté. Voilà, tout à fait.
Donc ensuite, on retrouvera toujours des facteurs de conversion ou des facteurs voilà, de masse injectée. Donc c'est ceux qui vont nous permettre de faire l'enrichissement permanent. Et aussi donc des cartographies donc, pour le démarrage. Donc si je l'ouvre, c'est pareil, il y aura toujours une notion donc, de température moteur qui part de -30 jusqu'aux températures plus élevées. Voilà, donc qui va permettre de nous aider sur les démarrages. Voilà, ça sera strictement le même principe de travail à chaque fois. Donc une cartographie pour l'enrichissement permanent plus une autre pour les démarrages à froid. Est-ce qu'on peut avoir des situations, je me rappelle que tu en avais parlé, où il faut faire attention à, par exemple, ne pas toucher deux maps similaires, sinon on va trop enrichir Oui, ou tout à trop, fait. voilà. Tout à fait. Alors, Tu peux il y nous a des montrer? cas. Alors, ben là, je pense que c'est peut-être le bon exemple. Oui, alors là, on retrouve typiquement le même principe de cartographie. Donc là, c'est en unité en masse. Mais typiquement, on pourrait utiliser cette cartographie-là pour faire l'enrichissement permanent, qui va permettre donc de faire un facteur de conversion permanent. Ou ensuite, on pourrait utiliser sinon celle-ci, qui est pareil, qui est fonction du régime d'un côté et de la pression turbo de l'autre, qui est un facteur de correction permanent. Donc, on pourrait sélectionner tout aussi bien cette cartographie-là, plus 20% sur cette cartographie-là pour faire l'enrichissement. Attention de ne pas faire les deux. C'est-à-dire, si vous me faites 20% sur celle-ci, plus 20% sur celle-ci, au final, on a plus 40% d'enrichissement. D'accord. Donc, le problème, c'est que là, on surenchérit tout. Ouais, alors, Et c'est beaucoup si trop un riche. jour on passe par contre à l'essence parce qu'on n'a pas de ça sur éthanol, on va se retrouver dans l'effet inverse. Le calculateur va devoir compenser un négatif et on va se retrouver sur les En butées butée négative. négatives. Et Voilà. donc il sera trop riche Tout et à on fait. aura un témoin parce que je Tout à fait. suppose que le kata va pas aimer. Exactement, voilà, tout à Voilà. fait. Donc là, soit on fait 10-10, ou soit on fait 20 sur l'un ou sur l'autre. Voilà, il faut qu'au final, alors 20%, c'est un ordre d'idée, c'est ce qui Oui, est, c'est pour, par expérience, c'est ce qu'il faut normalement à peu près. Mais attention de bien partir, il faut, souvenez-vous qu'on a relevé les trims, les total trims à la base. Si on est déjà en positif ou en négatif, on peut adapter ce facteur-là, cet enrichissement-là, en fonction des essais de base. d'accord. Voilà. Ok. Donc là, on a fait le fichier. Voilà, on programme la voiture. On va Je réécrire le repasse fichier de mon côté et on passe à ici. la deuxième phase importante Voilà, qui est les essais une fois qu'on a fait la carto. tout à fait. Hop. Voilà, donc programmation du fichier. On enregistre le fichier, bien sûr, on programme la voiture. Le véhicule est venu sous réserve de sampler, donc ça va nous permettre de faire le plein de Comme 85. ça, c'est bien dilué. Voilà, dilué. Et là, ensuite, on a vu tout à l'heure que la lambda faisait le boulot en quelque sorte. Donc, il y a une auto-adaptation qui va se faire naturellement. Donc, avant de regarder quoi que ce soit comme valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir faire un essai routier. Roulage 30-40 km. Suivant les constructeurs, ça peut vite évoluer. D'autres sont plus longs à arriver. Mais voilà, en moyenne, c'est 30-40 km de roulage. Et seulement après ce roulage-là, on va pouvoir On prend les faire une infos. acquisition de données. Donc, regarder les mêmes valeurs, lambda, short trim, long trim. Et faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire regarder le total trim à la fin. Et alors, l'objectif, ça va être quoi? Alors, l'objectif, ça va être donc que le total trim, à le 85, il faut que vous soyez proche de zéro ou au minima en positif. Pourquoi? Parce qu'on imagine si un jour vous n'avez pas la possibilité de faire de pleine de 85, on va mettre donc du samplon dans le réservoir. Qu'est-ce que va faire le calculateur? Il va s'auto-adapter automatiquement à ce samplon-là. Il va Et il appauvrir. va chercher à diminuer, au lieu de faire du coefficient positif, il va le faire négatif, mais donc du coup, il ne faudrait pas atteindre la valeur butée négative. En quelque Donc, c'est vrai sorte. qu'il faut rester que sur la partie Voilà, positive. exactement. Il faut qu'à le 85, on se retrouve donc dans cette tranche-là. Ok, c'est clair pour Voilà. moi. J'espère J'espère que c'est clair pour vous aussi. Hop. Alors, on a parlé de toute la partie technique. Ces choses à pas faire, puisque avec l'expérience qu'on a, on a constaté un certain nombre de choses. Ne pas négliger les essais. On insiste toujours là-dessus, mais faites bien des essais. C'est extrêmement important pour savoir où vous allez, pour détecter un véhicule malade, pour vous éviter du SAV inutile. Deuxième chose très importante, et ça on le voit Très souvent. beaucoup, afin d'éviter du SAV, il y en a qui ne s'embêtent pas, ils suppriment carrément les remontées de défaut, ce qu'on appelle les suppressions de DTC. Alors ça, c'est un moyen facile de ne pas revoir son client, puisque si le véhicule est trop pauvre ou trop riche ou qu'il ne marche pas bien, il n'y a rien qui remonte, et à moins que le client ait un ressenti physique comme quoi le véhicule ne va pas bien, bah pour lui, Oui. tout est OK. Il peut être très pauvre, avoir des bougies blanches et le moteur peut s'abîmer, il ne le saura pas parce que les DTC sont supprimés. Jusqu'au jour où il y a une casse. Et jusqu'au jour où il y a une casse, parce qu'un moteur trop pauvre, eh ben, ça ne dure pas très longtemps. Alors, on vous en parle parce que dans l'ensemble des formations qu'on fait, on a des stagiaires qui viennent avec des véhicules qui sont parfois reprogrammés. Alors, des fois, on lit leur véhicule à leur demande pour regarder un petit peu ce qui est dedans, et nombreuses fois où il y a des lignes complètes de DTC qui sont supprimées. Et ça, effectivement, nous, aujourd'hui, notre façon de voir, c'est on les laisse tous en place, comme ça, si jamais Il doit y il avoir y a des quelque chose qui soucis. ne va pas,
le défaut remonte et ça permet une analyse du problème. Alors, par expérience, nous, des fois, on a des clients qui viennent dans les SAV pour ça, on fait un coup de diag et ça permet de savoir, par exemple, que ben, c'est une pompe qui Une va pas pompe qui bien, souffrait, voilà. un Un injecteur peut-être qui va injecteur. pas bien, ou un autre défaut, mais qui n'a rien à voir avec la carte. Hein. Exactement. Donc, on n'insistera jamais là-dessus, mais faites l'effort de ne pas prendre le chemin de la facilité et de ne pas supprimer les DTC. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Tu as Ouais. d'autres infos, d'autres choses à Non, rajouter à ce c'est clair. On niveau-là? va voir après les questions, si on a des Bon, questions. ok. Je pense qu'on a Le fait tour, à peu ouais. près le tour. Donc avant qu'on passe aux phases de questions-réponses, on voulait vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que on va continuer à faire des webinaires sur 2025. On prévoit d'en faire à peu près un tous les trimestres. On a déjà planifié le prochain où on vous attend nombreux, qui est le 18 mars. Là, c'est un sujet qui va certainement attirer votre intérêt aussi, puisque ben, l'idée, ça va être de vous aider à identifier les différentes cartographies dans un calculateur, sachant que là, on part souvent sur des drivers où tout est identifié, mais des fois, on est dans des situations où vous êtes sur une vision en 2D et ben, vous êtes un peu dans l'expectative, savoir comment est-ce qu'on peut commencer à repérer des cartos. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'un webinaire qu'on va faire de vous des experts du repérage, mais bon, je pense que tu as Ouais. des astuces à Vous donnez donner des pour qu'on pistes. puisse commencer à vous donner des clés là-dessus. Puis après, avec l'expérience, ben, vous serez de plus en plus à l'aise là-dessus. Chaque Hein. fabricant de calculateur a une même structure, donc ça, voilà, vous donnez des billets de base. Ouais. Voilà, donc on vous préviendra à l'avance pour vous rappeler la date du prochain webinaire où on vous attendra aussi nombreux qu'aujourd'hui. Euh, que dire d'autre? Eh bien oui, oui, le replay, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui veulent le revoir, vous sera envoyé par mail. Et ben, vous pouvez avoir accès aussi, bien sûr, sur les réseaux. Donc on va passer à la partie qui est la plus intéressante aussi pour nous, c'est vos questions et les réponses qu'on va vous donner. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses ou alors carrément dans la conversation. Donc, ben voilà, à vous la parole. Ah, alors. Être clair, du coup. Pas de questions particulières. Ah, j'ai quelqu'un qui me demande au niveau des véhicules, les adressages éthanol, lesquels on fait le plus en fait, ou où est-ce qu'on a des adressages éthanol? Ce qu'on fait le plus, nous, ça va être tout ce qui est plutôt véhicule de tous les jours, on va dire beaucoup de PSA, beaucoup de Renault, avec des petits moteurs, véhicules, ouais, voilà, voitures de tous les jours plutôt, de cylindrée de litre à litre 4 principalement, voire litre 6. Ça, c'est ce qu'on fait le plus, et notamment, nous, on a poussé avec Dimstore de proposer ces adressages-là. Mais aujourd'hui, voilà, la liste est vraiment large. On a commencé avec beaucoup de calculateurs Bosch parce que par la structure, on arrive à retrouver les informations plus facilement. Mais aujourd'hui, on est passé même sur des calculateurs très exhaustifs comme du Delco chez Opel où il y a pas mal de Manetti Marelli aussi où les informations sont données. Voilà, donc la liste est en permanence en évolution et il ne faut pas hésiter ceux qui sont équipés du race car ils ont besoin d'avoir des informations à travers les tickets. Ils peuvent faire une demande donc de complément d'adressage éthanol et si on le peut, parce que des fois il nous manque encore des informations, mais on prend dans le temps de pouvoir créer le driver, enfin, la partie éthanol correspondante. D'accord. Ok, donc oui, on est plutôt sur des véhicules récents à la base. Oui, Hein. tout à fait. Oui, 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 oui. D'accord. J'ai Alex qui me pose la question sur un véhicule Decathlon avec une lambda qui est off. Oui. Est-ce qu'on peut faire une conversion? Oui, alors tout à fait. Donc, véhicule Decathlon, donc quand on fait Decathlon, c'est que vous avez une sonde amont et aval. Donc, l'aval, en fait, c'est celle qui est après le kata, c'est celle-ci qu'on supprime parce que c'est celle qui contrôle l'efficacité du catalyseur pour pas être en défaut à cause de la suppression de catalyseur. Mais celle qui va guider l'injection au niveau du moteur, c'est celle en amont. Donc, c'est celle-ci qui est très importante. Donc, cette information-là reviendra toujours au calculateur. Donc, pourquoi pas, oui, bien sûr, on pourra toujours faire une conversion dessus. Ouais. Ok. Alors j'ai deux questions qui sont sur le même thème. J'ai Jordan et Jeff qui veulent parler du fameux 1 litre de PureTech de chez PSA, qui nous demandent si on les évite. Alors non, on les évite pas. On les évite pas. Après, bon, on est conscient qu'ils ont tous des problématiques et les clients sont conscients qu'ils peuvent avoir à tout moment une casse moteur liée au problème que tout le monde connaît. Mais après, au niveau de l'injection, il n'y a pas de souci particulier. Donc, non, non, on les évite pas, on les fait.
Les clients savent très bien qu'il y a des problématiques qui sont tout autre chose. Mais nous, au niveau de la conversion éthanol, il n'y a pas de souci. Après, Ouais, même au niveau des pompes, hein, on n'a pas alors, relevé de choses. juste Ouais, attention, quand ce sont des véhicules sous garantie, c'est un peu risqué de faire une conversion sur un véhicule sous garantie. Pourquoi? Ben, parce que si le constructeur s'aperçoit que vous avez mis de l'éthanol alors que c'est pas conçu pour à la base, voilà, vous pouvez avoir une garantie qui saute à cause de ça. Donc on privilégiera bien sûr des véhicules hors garantie. ok. Il y a Pascal qui me demande si le démarrage à froid est toujours OK en éthanol ou si parfois, même malgré une carto, il peut être difficile. Alors, oui et non. Sur des véhicules récents, aujourd'hui, les cartographies sont assez fines et le système d'injection va permettre de pouvoir faire des bons démarrages à froid. Ce que disait Jérôme en préambule, donc sur des véhicules un peu plus anciens, ancienne technologie, où les cartographies étaient programmées en 8 bits, on atteint en fait les limites de programmation d'un calculateur. Ce qui fait qu'on a beau mettre la valeur maximum admissible dans le calculateur, ça ne suffira pas à compenser assez pour les démarrages à froid. Ce qui fait qu'on se retrouve obligé l'hiver de mettre un petit complément d'essence sur les véhicules ancienne génération par les limites du calculateur en fait. Voilà. C'est même pas les limites des fois d'injection, c'est les limites du calculateur qui font qu'on a des démarrages à froid délicats. Sur les véhicules récents, c'est si on a les bonnes infos, logiquement, c'est très rare qu'on ait des soucis de ce type-là. Moi, je suis témoin, j'ai une Fiesta à l'éthanol et ça démarre au quart de tour, même en ce moment, hein, donc, vous pouvez y aller. Amine nous demande si le fait que certains véhicules nécessitent un changement d'injecteur ou de pompe à injection avant de passer à l'éthanol nécessite que nous, on détecte ces véhicules. Alors, il faut savoir que nous, on travaille que sur des véhicules strictement d'origine. Donc aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on n'a pas de détection particulière sur des modifications nécessaires en termes de pompe ou d'injecteur. Si le véhicule n'est pas équipé avec les injecteurs qui peuvent poser problème, comme j'en ai parlé au début, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler dessus. Peut-être, Amine, ce que tu veux dire, c'est si jamais on veut faire une conversion plus Ouais, c'est de là la où perf, là, effectivement, on peut être amené à vouloir changer c'est des ça. injecteurs ou des pompes. Mais étant donné que nous, on travaille que sur de la conversion, en fait, c'est une problématique sur laquelle on ne s'est pas penché du tout. Puisque nous, on laisse le véhicule strictement d'origine. Ouais, voilà. Là, Hein. on en arrive à atteindre les butées mécaniques, là, du coup, dans certains cas, ouais, si on fait conversion en 85 plus optimisation moteur, c'est là où nous, on ne souhaite pas le faire parce qu'on sollicite plus les éléments d'injection. Les éjecteurs peuvent arriver à leur limite ou la pompe à carburant peut arriver à leur limite. Donc, dans ces cas-là, oui, il est nécessaire de faire des modifications mécaniques pour suffire à ça. Ouais. J'avais une question sur les motos, peut-être que ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse. Alors, la conversion éthanol sur les motos, on peut en parler. La Alors, grosse différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de lambda ouais, alors qui boucle. aujourd'hui, ça commence à arriver. Donc, les technologies de calculateurs moto depuis 5 ans sont en pleine explosion, ça évolue très très vite et ça se rapproche petit à petit de l'automobile. Mais jusqu'à présent, les motos ne travaillaient pas en objectif lambda, donc c'est-à-dire bon, il y a une table donc, de temps d'injection qui allait piloter l'injection. Donc on ne pouvait pas faire de conversion flex fuel. Éventuellement faire de la conversion full E85, c'est-à-dire vous allez retravailler votre table d'injection pour rouler à l'E85, mais auquel cas vous ne pourrez pas faire de pleine d'appoint au simplon parce que vous allez vous retrouver beaucoup trop riche. Voilà. Par contre, aujourd'hui, les dernières générations de motos, avec des nouvelles générations de calculateurs, commencent à travailler en objectif lambda. Et là, dans certains cas, vous pourrez commencer à faire la conversion E85. Chose Et que là, nous, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. ouais, ouais, après, c'est ça. Ouais. Faut mettre un détecteur, un capteur, etc. C'est Oui, ça, ouais, tout à c'est fait. très Mais compliqué. ça peut se faire, ça peut se faire. Jimmy nous demande si, à terme, dans le temps, il peut y avoir une usure prononcée de certains organes mécaniques, hormis les pompes dont on a parlé un peu au départ. Euh, Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a rien constaté Non, non, là-dessus. après, On a un client qui a une BMW, je me rappelle, on l'a fait il y a 8 9 ans, elle tourne encore à ouais, l'éthanol. Euh, alors, ce qu'on entend beaucoup là-dessus, c'est les histoires de durites. Alors, les durites, à partir de début des années 2000, tous les véhicules sont équipés de durites qui sont faites pour résister à oui, tout l'éthanol. à fait. Je dirais qu'après, au niveau injecteur, il n'y a rien à signaler de Non. particulier. Euh, Peut-être quelque chose que vous pouvez dire à vos clients une fois que le véhicule tourne à l'éthanol, c'est d'éviter, dans la mesure du possible, de tomber sur un niveau trop bas de carburant dans le réservoir. Pourquoi? Parce que l'éthanol a tendance à nettoyer un peu les réservoirs et à faire tomber la crasse qu'il peut y avoir sur les parois au fond du réservoir. Et si jamais on descend trop bas, il y a un risque potentiel d'aspiration de cette crasse dans la pompe, dans le filtre. Et là, on peut avoir des soucis d'approvisionnement de carburant au niveau de la pompe HP, au niveau moteur,
qui peut provoquer des témoins qui s'allument, des à-coups en accélération, etc. Donc, petite astuce, quand on a un véhicule à éthanol, évitez d'essayer de descendre en dessous du quart du réservoir et faites le plein dès que vous atteignez à peu près ce niveau. Et Mais juste, autre ouais, précaution, ça va être du stockage longue durée aussi, ne pas stocker les véhicules. Des fois, on a un véhicule de plaisir qu'on utilise que l'été, on laisse tout stocker tout l'hiver en garage. Ne pas laisser stocker avec un plein de 85. Il y a toujours une histoire donc, de présence d'eau dans le carburant qui fait que, ben, pour les mêmes raisons que Jérôme les a évoquées juste avant, il vaut mieux le stocker avec du samplon que de l'eau 85 parce que ça va prendre l'humidité, ça va mettre de l'eau un petit peu dans le carburant, et là, ça peut avoir des conséquences après sur soit voilà, le filtre essence qui va se colmater, soit plus grave après sur le système d'injection. oui, s'il y a des crasses qui commencent à passer. Éviter, Ouais. quand je parle de longue durée, c'est plusieurs mois, voilà, éviter de stocker un véhicule avec de l'éthanol, quoi. Voilà. Donc Jeff qui nous pose la question qui est un peu en lien sur les injecteurs encrassés. Non, on n'a pas de retour particulier sur des injecteurs encrassés. Soit les injecteurs ne tolèrent pas l'éthanol du Oui, tout dès le départ, ou soit après ils vivent oui, leur vie comme ils le vivent avec de l'essence. voilà. Donc si vous aspirez un peu de crasse à l'essence ou à l'éthanol, ce sera pareil pour les injecteurs. Donc il n'y a pas d'usure prématurée avérée de la mécanique à cause de l'éthanol en tout cas. Mm. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Kevin nous pose la question concernant la conversion et les stages 1. Alors, peut-être que tu n'étais pas là au début, Kevin, mais Mm. je vais redire ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous, Sport System, pour des raisons de fiabilité, on préfère faire soit l'un, donc soit faire un stage 1 en restant au samplon, ou soit faire une conversion flex-fuel, mais pas les deux en même temps. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, le fait qu'il y ait 20 à 25% de plus de consommation à l'éthanol, plus ce qu'on va redemander en plus à les systèmes d'injection et aux injecteurs si on fait de la perf, on risque d'aller au-delà de ce que la pompe ou les injecteurs peuvent supporter. Et si on arrive avec une pompe en saturation ou des injecteurs en saturation, eh ben on sera trop pauvre et là, on dépassera le cadre d'activité du moteur dans son état normal et on risque de nuire à sa fiabilité. Voilà pourquoi on ne fait pas les deux en même temps. Euh, Julien nous demande si on a des soucis avec les nouveaux systèmes type FAP sur les essences. Non, non. Après, voilà, ben, pour les mêmes réponses que Jérôme vient de l'évoquer, si on fait que de la conversion affectuelle, non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, voilà, si on va chercher de la performance, enfin, tout cumulé peut avoir des conséquences après, bien sûr, sur le FAP. Mais après, si on reste sur la conversion pure et dure au flex fuel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, une question très intéressante de Rock, ou Roche, qui nous demande au niveau légalité. Alors, qu'est-ce qu'on explique aux clients? Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que, comme pour une carte eau, à partir du moment où vous faites une modification sur le véhicule qui a trait au calculateur, vous êtes censé normalement refaire des démarches pour modifier la carte grise. Alors, en soi, c'est beaucoup plus compliqué avec une reprogrammation qu'avec un boîtier homologué, puisque le boîtier homologué, vous avez la facture du centre agréé, vous allez à la préfecture, vous faites votre changement de carte grise. Sur une carte grise de voiture qui a été reprogrammée, là, il faudrait carrément faire une réception à titre isolé. Donc, vous, en tant que professionnel, vous devez informer votre client qu'il doit faire ce changement. Après, libre à lui de le faire ou pas. Mais il faut être transparent et dire au client que ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir une carte grise d'éthanol s'il fait une reprogrammation que s'il pose un boîtier homologué. Hein. Mais voilà, sachez que vous, en tant que professionnel, vous devez l'informer. Je vous conseille même dans la mesure du possible, sur vos factures, d'indiquer que vous informez votre client que c'est à sa charge de faire toutes les démarches au niveau de son assurance, au niveau de sa carte grise. Hein. Mais en tout cas, voilà, il faut être transparent par rapport au client. Parce que c'est dommage s'il revient 15 jours après en disant ah, je suis déçu, j'ai pas pu faire ma carte grise, remettez-moi d'origine, remboursez-moi. Tout le monde a perdu son temps dans l'histoire. Donc voilà, vous mettez transparent dès le départ. Autre question technique de Michael. Est-ce que le fait de trop enrichir sur les démarrages à froid peut les rendre difficiles? Je laisse Ouais, la parole là. si c'est extrêmement enrichi, oui, ben, on a eu un cas de, ben, Jérôme parlait de SAV, enfin, on a pu voir un véhicule enfin, converti au flex fuel par une autre société, une voiture qui est passée ici au bureau, avec des démarrages à froid qui étaient difficiles, et en fait, c'était ce cas de figure-là, c'est que l'augmentation avait été de l'ordre de 80% en plus, donc ce qui faisait que Oui. ça se noyait un peu, ouais, c'est un peu l'image que ça donne, donc il y avait des problématiques de démarrage parce que c'était surcompensé. Alors, c'était très transitoire, donc c'est vraiment ponctuellement, mais là, dans ce cas-là, c'était vraiment trop et ça gênait au démarrage à froid, tout à fait. Oui.
Autre question, quelle est la pertinence du double carto? Alors, nous, un double carto, on fait Double pas. carto, bah alors, il y a plusieurs façons de faire un double Ouais. carto. Donc, soit on utilise certains boutons en quelque sorte dans le véhicule pour pouvoir passer d'une carto à l'autre. Alors ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, pour passer si vous faites voilà, optimisation plus conversion, Sur pourquoi deux pas. cartos Voilà, différentes. donc avoir une cartographie, donc simple, une cartographie au 85. Alors on va pas rentrer dans le détail là, mais c'est vrai que le 85 pourrait permettre d'aller chercher Des des avances. performances Ouais. supplémentaires encore. Donc pourquoi pas avoir une double carto dans ce cadre-là, mais sur du flex-fuel, clairement, ça sert à rien. Non, Le puisqu'elle va flex-fuel s'adapter va toute seule. permettre d'adapter l'un et l'autre, quoi, clairement. Alors, la question technique, une sonde lambda banque 1 encrassée ou HS peut nous faire un retour client après une reproc, si je comprends bien. Oui, si c'est elle qui guide tout. Alors, même pas que après une reprogrammation flexual, c'est une reprogrammation tout court, voire un véhicule d'origine, une mauvaise information. Donc, si la valeur remontant de la sonde lambda est erronée, on peut avoir une surconsommation, par exemple, si elle ne donne pas la bonne information au calculateur. Peut-être que le calculateur va chercher à m'enrichir en permanence alors qu'il n'a pas besoin de le faire. Donc, on peut avoir même des problématiques sur un véhicule d'origine avec une sonde lambda défectueuse, clairement. Une question de Jean-Claude qui nous demande s'il n'y a pas d'adressage éthanol de dispo pour certains véhicules, est-ce qu'on peut faire la demande? Alors, on Bien peut le sûr. faire. Alors, vous pouvez toujours, après, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est quelque chose, donc trouver une information, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement au niveau temps et argent aussi de notre côté. Donc, il faut qu'on trouve les informations si on ne les a pas. Mais après, bien sûr, vous pouvez toujours faire la demande. Alors, on ne pourra pas répondre des fois très rapidement en 5 minutes, ça c'est sûr, mais on fera tout pour vous répondre déjà positivement ou négativement et essayer de répondre à 100% à la demande après derrière. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si lorsque vous allez explorer dans la base de données de Dimsport au niveau des adressages sur la catégorie de véhicules qui vous intéresse, sur la motorisation sur laquelle vous êtes intéressé, vous avez certains drivers qui ont l'adressage éthanol et d'autres qui ne l'ont pas, c'est certainement que ça n'a pas été mis à jour. Parce que dans ce Oui. cas-là, je veux dire, si vous avez un 1 litre de PureTech, vous en avez 4 qui ont un driver éthanol et 2 qui n'en ont pas, c'est qu'il n'y a jamais eu de demande qui est faite Oui. spécifiquement pour eux. Donc là, vous avez de grandes chances, si vous faites une demande de mise à jour, que l'adressage soit mis à jour et que vous puissiez en bénéficier, hein. Tout à fait. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est si jamais c'est une motorisation sur laquelle il n'y en a absolument aucun. Et là, si on n'a pas les infos, malheureusement, voilà, on ne pourra pas avoir d'adressage à vous proposer. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'adressage, gardez à l'esprit qu'on peut éventuellement, dans la mesure où on en a en stock, vous proposer ce qu'on appelle des fichiers exemples, qui sont des fichiers que nous, on a fait nous-mêmes et qu'on peut éventuellement vous proposer. Voilà, on ne peut pas proposer le driver parce qu'on n'a pas les Voilà. informations sûres et converties à 100%. Donc, on ne peut pas forcément proposer le driver, mais des fois, on a la possibilité de fournir un fichier qui fonctionne. Et voilà, et puis qui vous permettra d'avoir un exemple sur lequel vous travaillez et faire votre propre fichier, hein. Question intéressante aussi de Frédéric hein, qui nous dit est-ce qu'il faut raccourcir les périodicités d'entretien sur le véhicule une fois qu'on a fait la conversion? Non, contrôler, enfin, être à jour vraiment strict voilà, sur l'entretien préconisé, mais après pas plus que ce qui est préconisé par le constructeur. Éventuellement, suivant éventuellement les bougies à rapprocher un petit peu, mais Ouais. après sur le reste, non, il n'y a pas de problème particulier, quoi. Faites attention quand même aux périodicités des constructeurs qui des fois sont un peu longues. Ouais, oui, oui. Moi j'aurais tendance à dire une vidange par an, quoi. Oui, voilà. Après, par contre, il faut être Minimum. rigoureux sur le kilométrage, mais encore plus sur les périodicités qu'on des fois on oublie, sur l'âge, quoi. Quand c'est 1 an, même si on n'a pas atteint le kilomètre, bien faire la vidange, quoi, clairement. Ouais, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que l'éthanol peut avoir tendance à passer un peu plus à travers la Oui. segmentation. Surtout si, alors un véhicule qui va rouler beaucoup, il n'y a pas de souci, mais un véhicule qui fait beaucoup de petits trajets ou autre, il y a pas mal de dilution, donc ça peut, voilà, il vaut mieux, voilà, faire vraiment être à jour sur l'entretien. Un véhicule où le moteur chauffe et qui roule beaucoup, il n'y a pas de Sur souci. l'autoroute, par exemple. Voilà, sur un véhicule qui fait que des petits démarrages, qui fait que des petits trajets, là, il faut faire d'autant plus attention. Ok, une petite dernière. Allez. Là, c'est technique, hein. Ouais. Michael qui nous demande pour le 1,2 litre PureTech Atmo, le 82 chevaux, est-ce qu'il y a des conseils pour les démarrages à froid? Alors, je ne sais pas si on a un driver Je n'ai avec. plus en tête, il me semble que oui, que les drivers sont disponibles. Il faudrait voir après derrière, mais après, sur les démarrages à froid, On a une carto à ouais, travailler. cartographie à travailler, pas surcompensé comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. C'est pas en en mettant plus que ça va aider les démarrages, mais logiquement, ça fonctionne plutôt bien sur ces moteurs-là, ouais, logiquement. Ouais, ouais.
Voilà, donc normalement il y a toutes les infos, Michael, sur le driver du race, hein, pour Et s'il pouvoir a faire des les démarrages à problématiques, froid. n'hésitez pas à nous rentrer en contact avec nous s'il y a des problématiques de démarrage à froid sur un Ouais, véhicule précis, en nous envoyant ton fichier pour qu'on te guide si besoin, il n'y a pas de souci. ne pas hésiter, ouais, à faire appel à nous, hein. Bon, il est 18h18, ça fait bientôt 50 minutes. Si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail. Donc vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Je suis à vos dispositions pour pouvoir renseigner sur nos formations aussi, sur le matériel, hein. Prenez contact avec moi, n'hésitez pas. On vous donne rendez-vous au minimum dans 3 mois, Oui, hein, le mois de mars, le 18 mars, pour notre prochain webinaire qui aura un sujet qui, je suppose, va vous passionner. merci beaucoup. Merci à vous d'être aussi nombreux et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.